qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump ces temps-ci? Là? Il est allé de sa menace de tarif de 50% sur un paquet de produits canadiens, mais il n'arrêterait pas là. Georges Mercier est analyste, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris à l'Université de Montréal. Salut Georges! Salut Alex. Là, il y a d'autres pays qui pourraient être visés par des menaces américaines, une 60aine de nouveaux droits de douane. Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'il faut mettre un peu le protectionnisme de Donald Trump en perspective. Lui et certains membres de sa Maison-Blanche sont persuadés que la solution pour l'économie américaine, pour les industries américaines, c'est plus de protectionnisme, donc limiter l'entrée dans le marché américain de produits étrangers. Et c'est pas seulement une obsession, c'est vraiment une croyance quasiment philosophique qu'il faut plus de protectionnisme et que le problème fondamental de l'économie américaine, c'est qu'on a laissé les industries s'en aller. Bon, à partir de cette croyance-là, depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, on a tenté d'ériger des barrières autour de l'économie américaine. Et on s'y était pris d'une première manière. On se souvient des fameux tarifs du jour de la libération. On se libérait du reste du monde. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Bien, la Maison-Blanche dit à Trump, la loi que tu invoques pour ça, tu ne peux pas l'utiliser. Et là, ça a posé un sacré problème parce qu'il fallait commencer à rembourser tous les importateurs qui avaient payé des milliards et des milliards en tarifs. Donc, qu'est-ce que la Maison-Blanche a fait? Bien, elle est allée fouiller dans les articles juridiques, dans les lois américaines, pour tenter de reconstruire cette muraille tarifaire-là autour des États-Unis. Et là, le temps pressait. Pourquoi? Parce qu'on avait invoqué, juste après la décision de la Cour suprême, une nouvelle loi qui permettait d'imposer un tarif de 10 %, mais à très brève échéance. Et cette loi-là, elle arrive à expiration ce vendredi. Donc, il y a une urgence côté de la Maison-Blanche de retrouver des autorités pour bâtir de nouveaux tarifs avant vendredi, parce que sinon, on va perdre ce 10 %-là. Et c'est là qu'on a dépoussiéré cette vieille loi de 1930. Ouais. Et là, on est parti sur une dérape. Je vais te soumettre une autre hypothèse aussi, Georges. On sait à quel point le président américain est passé maître dans l'art de faire diversion. Ouais. Hein? Il a mauvaise presse ces temps-ci avec tout ce qui se passe en Iran. Est-ce que ça peut être une tentative aussi pour lui de reprendre le contrôle? Mais je reviens à ce que je disais sur l'obsession tarifaire des Américains. Je pense pas que c'est seulement une forme de diversion, parce que s'il était purement rationnel, Donald Trump, là, il comprendrait bien qu'une mesure qui va à terme augmenter les coûts pour les Américains, c'est pas quelque chose qui est payant électoralement. Au même titre que sa guerre en Iran n'est pas payante électoralement, dans la mesure où ça contribue à une hausse du prix du carburant. En fait, il veut vraiment réindustrialiser l'Amérique, et pour ce faire, il pense qu'il faut protéger le marché américain. Et là, ce qui est curieux, c'est qu'on invoque pour ces 60aines d'autres pays-là, une nouvelle loi, en fait, qui permet au président d'imposer des droits de douane. Bon, là, on ira entre 10 et 12,5 % si certaines économies n'en font pas assez. Pourquoi? Pour combattre contre le travail forcé. Et là, ça demandait à la Maison-Blanche de faire des enquêtes. Et là, la procédure a été suivie, les enquêtes ont été faites. Donc, on est prêt à imposer ces nouveaux droits de douane-là pour remplacer essentiellement le 10 % qu'on allait perdre vendredi. La question, c'est toujours la même. C'est d'abord, est-ce que les tribunaux vont lui permettre de faire un usage aussi élargi d'une loi qui avait quand même été passée pour un problème spécifique à un moment spécifique? Deuxième élément là-dessus, il ne faut pas oublier que le meilleur adversaire des droits de douane du président, c'est pas le Canada, c'est pas notre propre représentation, c'est le portefeuille des Américains eux-mêmes et les entreprises américaines qui souffrent parfois des droits de douane parce que ça coûte cher d'importer. Élément intéressant là-dessus, on apprenait hier que la Maison-Blanche préparait des exemptions pour l'aluminium parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas la capacité manufacturière aux États-Unis pour satisfaire aux besoins d'aluminium. Donc là, on offrirait à des compagnies étrangères d'avoir des tarifs moindres sur leur propre aluminium s'ils investissent aux États-Unis. Donc il y a toujours manière de ménager ça, de trouver des trous dans la muraille tarifaire. Mais Georges, les Américains n'ont pas besoin de rien. Trump nous le dit tout le temps là, qu'il n'y a pas besoin du Canada, puis que le Canada n'est rien sans les Américains. C'est drôle, hein? Toutes ces ressources-là, l'acier, l'aluminium, le pétrole, c'est toutes des choses dont on dispose. Hein? Alors, il faut prendre avec un grain de sel les affirmations du président Trump quand il part sur son délire comme ça. Bon, je te parlais de la guerre en Iran. Là, ça fait 11 nuits de suite que l'armée américaine lance des frappes sur des cibles militaires de l'Iran. Est-ce qu'encore une fois, on assiste à une espèce d'escalade, alors que ça n'a pas été facile, notamment pour Pete Hegseth, le secrétaire de la guerre, et Dan Kane, qui ont eu quand même un barrage de questions devant le Sénat hier. Ils ont quand même dû aller devant le Sénat et dire, écoutez, ça va coûter au moins 37,5 milliards, donc c'est une guerre qui se chiffre en milliards aujourd'hui. Autre élément qu'on a moins mentionné, on a beaucoup parlé des 17 morts américains, mais là, ce qu'on apprenait cette semaine, c'est qu'il y a aussi des centaines de blessés américains. Bon, ce qui vient accroître le bilan humain du côté des États-Unis, donc accroître la pression
situation. Ce qu'on constatait récemment, c'est que Donald Trump augmente la rhétorique sur l'Iran. Là, on penserait frapper un site dans la montagne de Pekax qui pourrait servir à entreposer des capacités nucléaires. S'il faisait ça, on s'attaquerait à un site nucléaire, ce qui est une autre manière de menacer les Iraniens. Là, signaux contradictoires, Marco Rubio nous dit les Américains sont toujours ouverts à la diplomatie, mais les Iraniens ne semblent pas sérieux. On n'est pas sûr qu'on veut discuter avec eux. Ce qui est vraiment significatif dans la guerre aujourd'hui, c'est le deuxième front qui est en train de s'ouvrir tranquillement pas vite au niveau du détroit de Bab el-Mandeb et des Houthis. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le gros levier des Iraniens, c'était quoi? C'était l'étroit de Hormuz. Et ce que l'Arabie saoudite, qui est un pays qui exporte beaucoup de pétrole, avait fait, c'est qu'ils avaient détourné une partie de leurs exportations de pétrole par un autre chemin. Et puisque les Saoudiens avaient réussi à faire ça, le choc sur l'énergie mondiale de la fermeture d'Hormuz n'a pas été aussi important qu'il aurait pu être. Les Iraniens ont des alliés au Yémen, qui est proche d'un autre détroit, qui sont les Houthis, et là, ils viennent d'annoncer qu'ils allaient faire blocus sur les navires saoudiens, ce qui va entraîner une pression sur l'énergie si ce pétrole-là ne peut pas sortir par là. Il pourrait sortir par en haut, par le canal de Suez, par le tour de l'Afrique. Ce serait beaucoup plus cher, beaucoup plus long. La question, c'est est-ce que les Américains entrent en guerre contre les Houthis s'ils mettent leur menace à exécution? Là, il y a 2 navires qui auraient été détournés. Est-ce que les Saoudiens acceptent de se plier à ça ou entre eux-mêmes en guerre? On verra. Signe, par contre, que les relations sont bonnes entre l'Arabie saoudite et les États-Unis aujourd'hui. On annonçait un deal nucléaire où les Américains commenceraient à aider les Saoudiens à bâtir leur infrastructure nucléaire. Donc, la coopération, elle se fait entre ces 2 pays-là. Est-ce qu'elle se fait suffisamment pour que les Américains ouvrent un autre front, ce qui prend des ressources militaires, des informations, des capacités plus importantes? On le saura dans les prochains jours. Mais chose certaine, s'il y a vraiment un développement majeur qu'il faut suivre, c'est la question du détroit de Bab el-Mandeb, parce que là, le prix sur la répercussion sur l'énergie va être importante. Oui, non, ça c'est clair. Puis si, à un moment donné, ton principal levier, dans le cas des Iraniens, qui est Hormuz, si à ce moment-là, c'était clair que les autres pays, à un moment donné, allaient essayer de trouver une alternative. Tu peux pas prendre en otage l'économie mondiale de cette façon-là. Mais ça, Alexandre, c'est un excellent point que tu amènes, parce qu'on s'en est déjà parlé, nous deux, mais le problème avec Hormuz, du point de vue iranien, c'est que c'est un asset dont la valeur diminue d'une certaine manière, parce que les autres pays sont pas fous. Et là, vous avez beaucoup de projets de pipeline alternatifs à travers la Syrie, à travers l'Irak, pour ne plus être dépendants du détroit de Hormuz. Donc, plus longtemps ils le ferment, les Iraniens, moins il vaut, ce détroit-là, et paradoxalement, plus leur position à la table de négociation s'affaiblit. Ouais. D'une guerre à l'autre, elle fait peut-être un peu moins les manchettes, là, mais la guerre en Ukraine se poursuit de plus belle. Et là, il y avait énormément de grogne populaire envers le chef d'état-major ukrainien. La population réclamait son départ. Et Zelensky a répondu aux pressions populaires. Et ça, c'est vraiment intéressant, non pas seulement parce qu'on remplace un chef des armées par un autre, mais parce que ça nous montre que la guerre se vit en Ukraine de manière très, très différente qu'en Russie. Moi, je n'imagine pas Vladimir Poutine renvoyer son chef d'état-major parce qu'il y a des manifestations en Russie. D'abord, il n'y en aurait pas des manifestations populaires. Non, c'est pas permis. En fait, ce que Zelensky nous envoie comme signal, c'est qu'il est capable d'écouter sa population. Il est capable d'être plus agile puis de changer sa stratégie. Bon, c'était quoi l'enjeu? Vous aviez un ancien chef, celui qui a été renvoyé des armées, qui avait des méthodes qu'on dit plus soviétiques, qui était habilité à une guerre d'infanterie, qui était très, 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 très coûteuse en termes de vie humaine. Et vous avez un conflit entre lui et le ministre de la Défense qui, lui, pensait que la technologie était essentielle, que les drones étaient essentiels. Drones qui ont permis à l'Ukraine de relever la tête dans les dernières semaines. Donc, lorsque Zelensky a renvoyé le ministre de la Défense, Fedorov, ça a entraîné beaucoup de ressentiment envers lui. Et là, finalement, il a fait le choix de renvoyer le plus vieux chef des armées, de le remplacer par un nouveau, qui est d'une autre génération, ce qui pourrait apaiser un peu la braise. Pour l'instant, le ministre de la Défense ne dit pas revenir. On verra s'il revient. Merci beaucoup, Georges.